Chef d'atelier, c'est pas uniquement un savoir technique. Et je prendrais cet exemple, je sais pas, de l'entraîneur de foot. C'est pas forcément le meilleur buteur. Par contre, c'est celui qui va être capable d'expliquer aux meilleurs buteurs, de les motiver et de diriger une équipe. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Bonjour, je viens voir Monsieur Sela, Jérôme Sela. Ce matin, nous allons dans les ateliers de réparation de Rolex France à Paris. Dans un hôtel particulier au milieu d'un parc verdoyant, la marque aux montres prestigieuses a installé ses machines pour réparer des dizaines de montres envoyées de partout en France. Des montres qui ont parfois plus de 40 ans. Pour orchestrer ces réparations minutieuses, le chef d'atelier horloger Éric Poyer. Mais d'abord, visite guidée avec Jérôme Sela, responsable qualité et formation chez Rolex France. Enchanté, Jérôme Sela, bonjour. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer les montres qui sont des montres qu'on appelle classiques, qui sont des montres qui sont antérieures aux années 90. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le métier de chef d'atelier, mais avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est un tour justement de cet atelier pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'il dirige comme un chef d'orchestre. Alors toutes ces portes, c'est parce qu'en fait, ici, c'est un espace de polissage dans lequel on va travailler avec des brosses, etc. Il y a un peu de poussière et la poussière, c'est un peu l'ennemi de l'horloge. Et puis comme vous avez vu, on est à l'opposé des établis en fait. Voilà, donc ici, les montres arrivent, sont entièrement désassemblées, démontées. Et puis, on voit que les boîtiers et les bracelets sont prêts à être polis. Donc elles arrivent d'où ces montres-là là, j'en vois plusieurs, elles sont à des clients ? Soit ce sont des clients qui ont déposé leur montre ici sur Rolex France, mais ça c'est très peu puisque c'est sur rendez-vous, puis il faut être parisien, etc. Mais on peut déposer en fait les montres dans tous les SAV de France. Chaque boutique qui vend Rolex en France a un SAV agréé. Donc on peut déposer les montres partout. Et en fait, c'est ces services agréés qui vont soit réparer la montre chez eux en interne, soit si la montre est justement une montre qui est antérieure aux années 90, à ce moment-là, ils vont venir, ils vont nous l'envoyer. On va faire le travail et ensuite on leur retourne. Ça, c'est la machine dans laquelle toutes les montres sont entièrement démontées. Elles sont mises dans des tout petits paniers et en fait, elles vont être lavées dans des machines très spécifiques. Dans ces machines, elles ont différents bains, comme vous voyez. Voilà, on entend là que la rotation, c'est des machines qui vont tourner. Et en fait, en tournant comme ça, dans les bains, ça va nettoyer tous les composants un par un. Parce que tous les composants sont démontés en fait au service après-vente. Oui, parce que certaines, ça fait 35 ans que les gens les ont poignées, non ? Alors il y a des montres qui ont été achetées effectivement même dans les années 60. Les révisions, oui, on peut recevoir des montres qui n'ont pas été révisées depuis 25 ans. Donc ici on a vu toute la partie habillement. Donc quand on sort de cette partie du service, effectivement, la montre a été entièrement repolie, le bracelet comme on l'a vu a été revu, tout est en place, simplement on n'a pas fait l'intérieur, c'est-à-dire le mouvement. Et là on va voir l'autre partie là-bas qui sont les horlogers. Et alors chaque porte est un peu un coffre-fort ou... Alors ça c'est le coffre-fort dans lequel on range les montres le soir, parce que les montres de nos clients ont une valeur
aussi importantes, même plus que les montres neuves, parce que ça a une valeur inestimable. C'est les montres qui appartiennent à des gens. Donc effectivement, vous voyez la porte et le coffre-fort assez importantes. On va aller voir Eric. Les horlogers, eh bien, ils sont un peu autonomes, c'est-à-dire qu'on va leur donner le matin la montre qui a été préalablement préparée pour l'extérieur, c'est-à-dire polie, etc. Et puis, eh bien, ils vont désassembler entièrement la montre, la réparer, chercher les pannes. Donc à la fois les pannes qui sont connues, mais à la fois les pannes qui ne sont pas connues du client. On va chercher toutes les pannes. Mais ensuite, on va prévenir les pannes dans le futur. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura tout démonté, réparé et prévenu les pannes, la montre est repartie presque neuve, c'est-à-dire dans les mêmes conditions. Voilà, donc tout ça, en fait, eh bien, une fois que la montre est réparée, on va encore faire d'autres tests pour vérifier que la montre est bien chronomètre. La chronométrie sont des normes très strictes. Donc chez Rolex, nous, on a des normes un peu plus serrées que la chronométrie, qui s'appelle le superlatif chronomètre. Et puis ensuite, eh bien, la montre doit sortir, aller au service administratif, être retournée aux divers clients. Et tout ça, eh ben, c'est dirigé par le chef d'atelier de façon à ce que tous les flux semblent faciles et que les montres puissent continuer à avancer et être données dans les temps aux clients. Donc je vous propose qu'on aille voir Eric Poyer. Bonjour, je suis Eric Poyer, donc je suis le chef d'atelier. Être chef d'atelier, ben, c'est de réguler le flux de réparation d'atelier, d'être également un facilitateur en fait. C'est-à-dire qu'au moindre blocage, au moindre problème technique, je suis aussi un référent technique pour les différents horlogers. Ce qui fait que grâce à mon expérience, quel que soit le problème technique, généralement on arrive à le résoudre assez facilement. Comment on construit une expérience comme ça? Au fil des années, j'ai maintenant 40 ans d'expérience. Donc je suis d'une famille horlogère également, mon père était horloger, donc la passion est venue toute seule. Vous pouvez me raconter un peu comment justement cette passion est arrivée? Au tout début, c'était en regardant mon père travailler en fait, qui était à la fin de sa carrière restaurateur d'horloges anciennes. Donc c'est lors de ma formation, j'allais aussi le week-end lui donner un coup de main et apprendre un peu plus que j'aurais pu apprendre à l'école également. La vocation est venue comme ça. Je sais que les gens de ma génération étaient beaucoup issus de familles horlogères. Vous avez l'impression que c'est moins maintenant? C'est peut-être un peu moins le cas là sur les jeunes horlogers qu'on engage en ce moment. Quand la question vient, c'est rarement familial. Pour quelques-uns, c'est aussi une passion malgré tout, parce que je ne fais pas ce métier-là juste pour pas du gain. Et donc vous, tout petit, alors racontez-moi un peu la formation, parce que je suppose que c'est pas la même qu'aujourd'hui peut-être? Non, à l'époque, il n'existait pas les diplômes qui existent maintenant, donc je suis passé juste par une école d'horlogerie, donc à Paris, et j'ai préparé un CAP en 3 ans. À l'issue de ce CAP, j'ai tout de suite été dans la vie active en fait. J'ai intégré un atelier d'horlogerie, de réparation, qui déjà à l'époque traitait des Rolex d'ailleurs. Ah oui, d'accord, vous êtes un spécialiste de la Rolex. Voilà. Est-ce qu'elle a quoi de différent? En grande partie la qualité, la précision, enfin il n'y en a que des qualités cette marque. Le poste de chef d'atelier, ça a été avant tout une opportunité et puis une évolution logique en fait dans ma carrière. Il y a une dizaine d'années maintenant, on m'a proposé le poste, donc je l'ai accepté. C'est-à-dire que être chef d'atelier, ça se fait seulement au bout de quelques décennies ou ça peut aller vite? Non, ça peut aller très vite, ça dépend des qualités des uns et des autres. Mais dans mon cas, c'était parce que c'est arrivé au bon moment en fait dans ma carrière, avec mon niveau d'expérience et puis mon envie de prendre des responsabilités. Chef d'atelier, c'est pas uniquement un savoir technique. Donc ça veut dire qu'il faut avoir à la fois les compétences techniques, c'est obligatoire, puisque évidemment Eric va devoir aider les gens qui sont en difficulté, mais en plus il va falloir avoir des capacités de management, des capacités d'analyse, des capacités de réflexion pour organiser des flux, pour détacher des choses, aller justement discuter avec le responsable du service qui va manager ça de plus loin. C'est pour ça que les gens qui sont choisis sont des gens qui ont ces compétences. C'est ce qui est arrivé pour vous. Voilà. Donc en fait, là, mon rôle plus précis dans l'atelier commence déjà dès le matin à distribuer le travail aux uns aux autres, à contrôler le travail de la veille, de faire l'enregistrement sur informatique
et de faire un deuxième contrôle final pour les montres qui sont sorties de l'observation comme M. Sella a pu vous le faire voir. Donc là, on va faire le dernier contrôle final, vraiment contrôler que tout va bien, qu'il n'y ait pas de poussière ou de bracelet mal fixé, avant de le retransmettre au service administratif pour la facturation. Voilà, vous prenez la montre. La montre arrive avec la montre emboîtée, cadran monté, aiguille montée, mouvement dans la boîte. Et le système automatique, lui, est à part. Donc là, je vais contrôler la propreté, la qualité de lubrification, le réglage également, car l'horloger remplit une fiche de réglage. Donc je vérifie si le réglage est dans les normes et correspond à nos critères. Ensuite, le système automatique va être remonté sur le mouvement. Le fond revissé et la montre bloquée. Et ensuite, on va la mettre à notre process d'observation, c'est-à-dire l'observation de la réserve de marche, c'est-à-dire du poids remontant de la montre, et dans un deuxième temps, de la précision du réglage. Ça vous prend combien de temps ? Là, il y a 2 jours d'observation en fait. Et vous, ça vous prend combien de temps à la contrôler ? Les 2 contrôles vont me prendre en grande partie 3 heures à peu près. Chef d'atelier, c'est souvent celui qui va prendre la décision et trancher. Donc lorsqu'il va y avoir quelque chose, je dirais, avec un client, un litige, un client qui a mal compris ou des choses comme ça, faut aussi avoir cette capacité de médiation et aussi de décision. Si le chef d'atelier s'engage à quelque chose, il sera suivi par tout le monde. On ne va pas mettre en doute, s'il a dit qu'on pouvait le faire, on le fera. Et Eric peut même être amené à discuter avec des clients pour essayer de leur dire que cette demande n'est pas raisonnable ou n'est pas possible, ou de leur dire qu'effectivement ils ont raison et qu'ils peuvent être rassurés sur la correction. Ça vous arrive souvent ? Ça arrive fréquemment quand même, oui. Surtout depuis comme on se charge également de modèles très anciens en fait. Et il y a des exigences de clients qui sont difficilement acceptable en fait. Si on veut conserver les aiguilles de cette montre, il y a des aiguilles qui sont dans tellement mauvais état par exemple, qui peuvent après occasionner un dysfonctionnement de la montre. Pour avoir assuré un bon résultat final, on est obligé de leur dire non. Ce poste, il est difficile ? Moi, j'y vois peu de défauts en fait. C'est un métier très intéressant, c'est assez diversifié. En plus, on a quand même pas mal de rapports humains. Donc, le temps où le chef d'atelier était un garde-chiourme ou un directeur est passé. Maintenant, on peut plus se permettre. Et puis, c'est pas l'intérêt de chacun en fait. J'ai cru voir qu'il y avait une formation faite par Rolex elle-même. Est-ce que vous pouvez me parler de ces jeunes et moins jeunes, avec qui vous travaillez ? Et peut-être, est-ce que vous voyez la différence entre eux ? Les gens avec qui je travaille sont de plusieurs générations. On a des horlogers plus âgés, d'autres beaucoup de jeunes. Bon, là, c'est une équipe quand même qui est en majorité assez jeune. Parce que là, on est dans un environnement quand même où il y a assez peu de contacts, d'interaction entre eux. Tout le monde est à l'établi. On a assez peu de communication lors de la journée. Donc en salle de pause, ils peuvent communiquer. Mais ici, on n'a pas de différence notable de comportement. Alors sans le comportement, mais la façon de travailler. S'il y a des nouvelles formations au Rolex, c'est peut-être qu'il y a des choses... Non, au niveau de la façon de travailler, on ne peut pas avoir de différence parce que une des caractéristiques de Rolex, c'est d'apprendre un process de réparation et de l'appliquer. Donc que ce soit en France ou dans des filiales étrangères, que l'horloger soit jeune ou vieux, le travail sera fait de la même façon, selon les mêmes méthodes, avec les mêmes outils. Et c'est là où c'est intéressant, ce genre de métier artisanal, finalement, c'est que c'est ancestral, quoi. Vous pensez que ce sera toujours comme ça, sauf peut-être pour les montres digitales, etc. Mais... Il y a une continuité dans ce qu'on a pu apprendre et une transmission également pour les nouveaux venus. Ce qui est assez magique dans ce métier, peut-être encore plus ici chez Rolex, c'est que c'est un métier, un produit de tradition avec des technologies de pointe. Vous voyez devant nous cet appareil qui contrôle les montres et il est connecté en USB à un ordinateur. Vous imaginez bien que quand Eric et moi étions à l'école, ça n'existait pas. Je veux dire, c'était des bandes de papier et puis ça ressemblait à une machine à écrire.
Donc le métier continue à évoluer avec des technologies de pointe et pourtant on continue à réparer des montres avec un spiral qui certes pour nous chez Rolex a des alliages qui ont été développés il y a moins de 20 ans, mais la forme du spiral, sa fonction, la façon dont il fonctionne, ça n'a pas changé depuis des centaines d'années. La magie, c'est d'avoir des petites pièces, et ce qui fascine les gens qui viennent ici, des petites pièces qui bougent les unes dans les autres et qui arrivent à donner l'heure. Mais comment est-ce possible ? Quand on voit une montre toute démontée, c'est magnifique, ces roues minuscules, ces dents qu'on voit à peine, avec une loupe. Quand la quarantaine arrive comme moi, on n'arrive même plus à voir les pièces sans loupe. D'ailleurs, le chef d'atelier, il est là aussi pour veiller que les outils, les méthodes soient respectées. Chaque horloger qui est ici ne peut pas faire sa propre méthode. C'est un métier qui est à la fois ancestral, avec des choses qui sont ancestrales, qui sont là depuis toujours, qu'Éric voyait faire son père de strictement la même façon. Il mettait de l'huile de la même façon avec les mêmes outils. Et à côté de ça, son père aurait été très heureux de voir nos nouveaux outils pour poser les aiguilles ou pour contrôler les montres. Alors, en 10 ans, est-ce que vous avez vu quand même la population, entre guillemets, changer ? Ou même, en fait, depuis quoi, 30 ans que vous faites ce métier ? Oui, c'est vrai que c'est un métier, en tout cas au niveau du rhabillage, enfin, ce qu'on appelle d'être horloger habilleur, il y avait peu de femmes. Ça, c'est là depuis maintenant quelques années, nous on a engagé déjà 3 horlogères. Est-ce que vous avez des collègues femmes chefs d'atelier ? Je crois qu'à New York, lorsque j'ai visité, le chef d'atelier est une femme. En fait, on se dirige aussi dans cette profession dans des voies qui nous intéressent. Et puis, eh bien, il y a quelques années, effectivement, il y avait peu de femmes qui étaient intéressées par le rhabillage et on les voyait énormément sur des choses très délicates. Parce que ça, c'est pas délicat. Il y a des choses encore plus délicates. Typiquement, le réglage. Il y a comme on dit sage-femme, et apparemment on dit régleuse. Il n'y a pas de régleur. Il y avait que des femmes. Donc on dit sage-femme, et on dit régleuse, qui était un métier que les hommes n'arrivaient pas à faire. Et encore aujourd'hui, il y a très peu d'hommes au réglage. Éric, merci beaucoup. Dans la profession, actuellement, les choses évoluent. C'est-à-dire qu'il y a encore 25-30 ans, aucun horloger n'avait le bac. Ça n'existe pas. Je parle du bac général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sortait de 3e et puis on allait faire un CAP. Les choses ont évolué parce que les jeunes, ou même les moins jeunes qui en avaient marre et qui voulaient faire quelque chose de plus concret, se sont redirigés vers ce métier. Et on trouve aujourd'hui dans les écoles d'horlogerie, la moitié des étudiants sont bacheliers. Les 2 jeunes femmes qu'on a ici d'ailleurs ont fait leur bac général. L'une d'elles a même eu mention très bien, était en faculté et s'est dit que finalement, ce qu'elle l'intéressait, c'est quelque chose de plus concret. Et bien effectivement, arrivée ici, elle a commencé à réparer des montres, etc. Mais elle a évolué. Alors elle n'est pas aujourd'hui chef d'atelier, mais rien n'empêcherait qu'elle soit chef d'atelier, comme le disait Éric tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui, elle gère les litiges clients, elle fait tous les devis, et ses compétences sont larges. Et du coup, rien n'empêche quelqu'un qui est motivé ou qui en a les capacités à devenir responsable d'un atelier. Et dans l'atelier, on voit très bien qu'un horloger un petit peu plus curieux, qui va souvent aller voir le travail du chef d'atelier, va être un peu comme pris sous son aile. Et il va y avoir, au même titre qu'Éric a pris le flambeau de son père, eh bien, le chef d'atelier, souvent indirectement sans s'en rendre compte, va transmettre le flambeau à quelqu'un qui, dans l'atelier, aura toutes les capacités de cette fonction. Pour exercer le métier de chef d'atelier horloger, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.